Des réponses conçues sans les femmes sont des réponses qui oublient les femmes. Tract, le podcast. Les intellectuels prennent la parole. Écoutez leur tribune pour participer au débat public et vous orienter dans la vie des idées. Najat Vallaud-Belkacem, directrice générale de l'ONG ONE, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans les pays les plus pauvres du monde. Et j'ai commis avec la philosophe Sandra Laugier ce livre qui s'appelle « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise ». D'abord, quelle est la genèse de ce livre ? C'est un coup de fil entre Sandra et moi, en plein milieu du tout premier confinement. Très vite, partage de constats et d'irritation, je devrais dire, sur une chose qui nous frappe beaucoup dans la gestion de cette crise Covid-19. On a eu le sentiment qu'il allait se passer quelque chose d'énorme en termes de prise de conscience. Vous vous souvenez, c'était le moment où on acclamait les premiers de corvée, où on se rendait compte que collectivement de l'importance de ces derniers, et puis plus largement de la valeur de la protection sociale et pas que de la maximisation des profits. On prenait conscience qu'on vivait dans un monde de valeurs inversées où c'est les personnes les plus importantes qui font tenir la société, qui assurent la continuité de la vie, qui sont en fait le moins reconnues. Et parmi ces personnes, évidemment, essentiellement des femmes, est-il besoin de le préciser, les soignantes, les caissières et tant d'autres. Et donc, il y avait cette prise de conscience avec, évidemment, tout de suite, la question qu'on se pose avec Sandra, c'est mais pourquoi cette hiérarchie de valeurs inversée, au fond ? Et on est convaincus l'une et l'autre que c'est parce qu'elles sont exercées par des femmes essentiellement que ces fonctions sont dévalorisées. Comme si, en quelque sorte, ces fonctions n'étaient que l'extension du champ domestique, au fond. Vous êtes soignante, c'est un peu ce qu'on attend naturellement de vous. Vous prenez bien soin de vos enfants, donc ça n'a pas besoin d'être tant rémunéré que cela. Un peu sur le modèle sacrificiel de l'altruisme naturel et de la générosité. Donc on s'est dit, en fait, ça a à voir avec le fait que ce soit essentiellement féminin. Et donc, il y a eu cette réflexion autour de la façon dont on allait pouvoir reconnaître mieux ces fonctions-là. Et puis autour aussi de la notion de care, parce que finalement, quel était le sujet avec cette crise et ce confinement ? La vulnérabilité radicale qu'elles ont révélée, dans le sens où on s'est tous retrouvés chez soi, réduits à assurer sans aide toute la partie domestique de notre vie, l'éducation des enfants, le ménage, etc. Ce qui posait quand même la question de notre autonomie, notre indépendance. Vous savez, ces valeurs phares depuis les Lumières et qu'on valorise sans se rendre compte qu'en vérité, elle repose d'abord sur une dépendance à d'autres. Et donc, en fait, ces deux sujets principaux, les premiers de corvée, notre capacité à les reconnaître, le fait que ce soit essentiellement des femmes, et puis cette société du care qui est insuffisamment reconnue par les pouvoirs publics, eh bien, notre irritation provenait du fait qu'on avait le sentiment qu'il y avait une prise de conscience sous forme de tribune dans la presse, mais que, dans les faits, les choses ne changeaient pas. Et on le voyait notamment à une chose, c'est que les femmes, première lésée de la crise Covid, première exposée par leurs activités professionnelles, devant souvent sortir pour continuer à aller travailler, et bien en même temps les moins présentes pour gérer cette crise, pour l'expertiser, pour tout simplement prendre la parole. Or, on le sait depuis longtemps, c'est la définition même du patriarcat, la hiérarchie entre les sexes se manifeste avant toute chose par qui a la parole, qui fait le récit. Et donc, ce qui nous a frappé pendant tout ce premier confinement, c'est la disparition des femmes, qui s'est traduite évidemment dans le fait que dans les plans de réponse, les plans de relance, ou même les plans adoptés par les institutions internationales à l'égard des pays les plus pauvres, la question des femmes était cruellement absente. Donc, on est passé à côté de beaucoup de sujets. Il est beaucoup question d'écoféminisme évidemment dans le livre, mais pourquoi ? Parce que en fait la gestion de la crise Covid-19 a connu les mêmes errements, parce que finalement les erreurs qui ont été commises dans la gestion de la crise Covid-19, c'est celles qu'on a retrouvées dans la crise environnementale, dans le sens où les femmes étaient là encore avec la crise environnementale déjà depuis longtemps les plus vulnérabilisées et pourtant les moins présentes dans les réponses. Les plus vulnérables, franchement, regardez quelles sont les premières victimes des dérèglements climatiques, des canicules, des inondations, des séismes. C'est évidemment les femmes, parce qu'elles ont la charge des plus
vulnérables, les parents âgés, les enfants, et donc elles sont dans cette contrainte qui fait que quand il y a une crise qui éclate, une calamité, eh bien elles sont d'une certaine façon empêtrées, tout comme elles sont empêtrées d'ailleurs dans un certain nombre de pays par des vêtements incommodes, par exemple, qui les empêchent de fuir, tout comme elles sont empêtrées par le fait de n'avoir pas appris à nager. En Indonésie, par exemple, le grand tsunami qui avait eu lieu en 2004, eh bien, les 3/4 des victimes étaient des femmes. Au Bangladesh, le grand cyclone de 91, il avait tué près de 5 fois plus de femmes. Enfin, donc en fait, on se rend bien compte avec les crises environnementales que les femmes sont les premières victimes. Et pourtant, ce sont elles aussi les vraies actrices du changement environnemental parce qu'elles ont précisément ce care dont nous parlons, c'est-à-dire une attention cette fois-ci à son environnement. Ce sont elles qui sont porteuses au quotidien de ce que j'appellerais un environnementalisme ordinaire. Et donc, ce sont elles qui apportent des réponses. Mais elles ne sont pas entendues, elles sont invisibles. Quand vous prenez par exemple le discours sur la protection d'une nature sauvage, les espèces rares, la biodiversité, c'est un discours assez masculin qui prend le pas justement sur cette écologie du quotidien, modeste, ce rapport à l'environnement que promeuvent les femmes. Donc, première victime, actrice du changement, mais invisibilisée et pas présente dans les cercles de pouvoir, eh bien, c'est exactement ce qui s'est reproduit avec la crise du Covid-19. Donc la conclusion de ce travail, c'est que les leçons qu'on n'a pas su tirer justement à l'aune des précédentes crises environnementales, peut-être qu'on pourrait cette fois-ci les tirer à l'aune de la crise du Covid-19 et se dire qu'on va être confronté à bien d'autres crises et que reproduire les mêmes échecs, les mêmes erreurs qui consistent à oublier des voies, des pans entiers de la société, des sociétés à l'échelle mondiale, eh bien non seulement c'est léser profondément ce qu'on oublie, mais c'est aussi ne pas apporter les réponses au fond et conforter les crises. Donc le monde d'après, puisque c'est une expression qui a été en vogue, j'ai l'impression qu'elle l'est plus d'ailleurs, le monde d'après serait un monde qui intègre les voix des femmes dans les définitions de ce qui compte, y compris d'ailleurs de cette notion de politique du care, parce que je pense qu'elle est essentiellement portée par des femmes aujourd'hui. Ce serait un monde qui reconnaisse la compétence de personnes aujourd'hui considérées comme subalternes, qui cesse d'ailleurs de voir en des personnes subalternes. Ce serait un monde dans lequel on arrête la carelessness et au contraire, on se donne tous les moyens pour organiser la solidarité, nos interdépendances, les valoriser et comprendre que c'est comme ça qu'on se tirera de tous les défis qui nous attendent. Tract, le podcast. France Culture en partenariat avec Gallimard. Pauline Petit, Vincent Deck.